Bonsoir Prisca Thévenot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député EPR des Hauts-de-Seine, proche de Gabriel Attal. On va parler de l'élection présidentielle, bien sûr, mais aussi de l'actualité avec cet hantavirus qui inquiète beaucoup depuis plusieurs jours. Mais d'abord à 19h33, c'est l'heure de notre rendez-vous avec la séquence vrai ou faux. Comme chaque soir, bonsoir Léa Soulevitz. Bonsoir. Léa, vous vous êtes intéressée à l'histoire de cet influenceur américain qui était à bord de ce fameux MV Ondius, donc le bateau foyer du hantavirus, et qui fait face aujourd'hui à de nombreuses attaques à tendance complotiste. Oui, il s'appelle Jake Rosmarin. C'est donc un photographe américain et influenceur voyage. Donc là, vous le voyez sur Instagram, il raconte sa croisière sur l'Atlantique quand l'équipage leur apprend, après 3 décès à bord, qu'il y a une épidémie d'hantavirus sur le bateau. Alors, il publie cette vidéo. Regardez. Je suis actuellement à bord du MV Ondius. Et ce qui se passe en ce moment est très réel pour nous tous. Nous ne sommes pas qu'un simple fait divers, que de simples gros titres. Nous sommes des personnes avec des familles, des vies, des proches qui nous attendent à la maison. Et donc, c'est cette vidéo qui le propulse sous le feu des projecteurs. Jusqu'à présent, il faisait entre 50 000 et 400 000 vues. Là, le compteur, il explose, 3,7 millions de vues. Forcément, ça attire l'attention des médias et celle des complotistes. Et alors, quelles sont les théories complotistes, Léa, autour de cet influenceur ? Alors la première, peut-être la plus évidente, c'est qu'il ne serait pas influenceur, mais un acteur de crise, c'est-à-dire un acteur qui a été payé pour simuler ou promouvoir une fausse maladie. Donc, par exemple, ici, cet internaute écrit « Ils doivent manquer d'acteurs et être un peu désespérés si pour jouer la comédie de crise à bord du navire, ils ont utilisé le blogueur larmoyant Jake Rosmarin, qui est le même qu'en 2022 pour la crise du Covid ». Alors pour montrer que c'est le même qu'en 2022, comme preuve, il partage ce montage qui circule beaucoup avec une photo donc de Jake Rosmarin que vous voyez et puis la capture d'écran d'un article de 2022 avec la photo d'un patient atteint de Covid-19, qui lui ressemble physiquement apparemment. Et donc ce serait la même personne qui aurait servi 2 fois pour mettre en scène une maladie. Alors nous, on a joué le jeu, on est allé retrouver l'article original dont il s'agit. Et là, en fait, on peut voir dans l'article original donc qu'il y a une légende sous la photo et que cette légende, elle dit que c'est pas Jake Rosmarin, mais Henry Dine, un Américain qui lui aussi avait été accusé par les complotistes de feindre les symptômes du Covid. Et c'est la seule théorie, Léa, complotiste qui Alors non, il y en a circule une à ce autre sujet. il y en a une autre qui est assez courante, c'est celle du complot juif instrumentalisé par Israël. Donc les complotistes, en fait, ils ont découvert sur LinkedIn que pendant ses études, Jake Rosmarin, il avait travaillé 10 mois comme photographe pour Hillel. Alors c'est une organisation qui anime la vie étudiante des étudiants juifs sur les campus universitaires américains. Et il a aussi effectué un stage de 3 mois à Jérusalem. Vous vous en doutez, évidemment, il en fallait pas plus pour déclencher tout de suite un torrent d'accusations complotistes, voire carrément antisémites. Par exemple, je savais que Jake Rosmarin était un agent du Mossad, ou encore coïncidence, il vit en Israël, ou encore Jake Rosmarin est bien sûr ashkénaze, la Covid était entièrement une opération secrète ashkénaze. On le voit, ce virus, il fait ressortir les pires narratifs, ce qui est assez terrible pour cet influenceur. Et puis certains n'hésitent pas non plus à s'attaquer à son entourage familial. Oui, exactement. En fait, les auteurs de messages complotistes, ils vont piocher dans l'entourage de Jake Rosmarin tous les éléments possibles pour venir entretenir leur biais. Comme ici, par exemple, son conjoint travaille chez Blackstone, un gestionnaire d'actifs. Sa sœur Rachel est chez Agerty, une firme spécialisée dans les post-catastrophes. Faites le lien. Bon, en fait, son mari, plus exactement, il est avocat, il a travaillé indirectement pour Blackstone. Pour sa sœur, on a un autre exemple sur la société où elle travaille. Regardez, l'entreprise de conseil Agerty gère environ 10 milliards de dollars et a été fondée en 2001 par hasard, peu avant le 11 septembre. Donc là, ça fait deux théories pour le prix d'une. Donc ces internautes, ils partent du métier des proches de cet influenceur pour dénoncer un soi-disant état profond, une soi-disant élite qui serait à l'origine du virus, en train d'orchestrer tout ça. Donc c'est toujours un petit peu le même fonctionnement finalement. On accumule les détails, on donne l'impression qu'ils sont liés les uns aux autres, qu'il n'y a pas de coïncidence, qu'il y a un complot. Sur les réseaux, ça a parfois l'apparence d'une enquête, mais en fait, souvent, c'est de la diffamation basée sur pas grand-chose. Merci beaucoup, Léa Soulevitz, pour cette explication. Rendez-vous tous les samedis À midi.
avec toute l'équipe de Vrai ou Faux et la rediffusion le dimanche soir à 20h. Prisca Thévenot, donc vous êtes notre invité député EPR des Hauts-de-Seine. Oui, je vous vois effaré par le retour de ces théories complotistes, malheureusement, qu'on connaît désormais. Elles n'ont malheureusement jamais disparu. Elles attendent juste un épiphénomène, une actualité pour ressurgir pleinement sur les réseaux sociaux. Mais j'étais surtout très étonnée, très admirative du travail que vous faites, parce que c'est très important en fait de pouvoir aussi donner à voir ce qu'est une théorie du complot, que tout le monde ne s'improvise pas journaliste, que relayer une information ne fait pas de vous un journaliste. Et donc, merci pour cette rubrique qui devrait se multiplier pour plein d'autres sujets, je pense. Elle est tous les soirs dans Toutes les politiques à 19h33 et on a rappelé le rendez-vous du week-end. Prisca Thévenot, une Française, est toujours hospitalisée dans un état grave ce soir. 4 autres Français qui se trouvaient à bord de ce navire sont placés en quarantaine. 22 cas contacts placés en quarantaine eux aussi à l'hôpital en cours de tests. On apprend ce soir, c'est une information France Télévisions qui nous vient de Matignon, que 4 enfants ont été testés négatifs. Voilà, une bonne nouvelle donc ce soir, même si évidemment il y a toujours beaucoup de prudence. Est-ce que le gouvernement, selon vous, est-il à la hauteur dans la gestion de cette crise ? Le gouvernement est dans un exercice qui est, faut le souligner, de transparence extrêmement forte, avec une capacité à réunir très rapidement des réunions pour pouvoir faire un état des lieux très rapide, pas simplement semaine après semaine, mais heure par heure. Et je pense que c'est important de pouvoir rendre compte de cela. Dès dimanche soir, si je ne m'abuse, la ministre Stéphanie Rist était aux 20h. Elle était le lendemain en matinale. Le surlendemain, ils étaient devant la représentation nationale à l'Assemblée pour répondre aux alertes et aux interrogations des députés. Je pense que nous sommes dans une démarche qui est importante, c'est-à-dire celle de la transparence. Et ça permet de rassurer aussi sur la base de faits scientifiques. Et c'est ça qui est aussi important. On a appris aujourd'hui la nature du réquisitoire contre Nicolas Sarkozy. Je sais qu'on ne commande pas une décision de justice. De toute façon, ce n'est pas une décision de justice. Ça n'est pour l'instant que le réquisitoire. Est-ce que vous trouvez que les choses suivent leur cours normalement ? Et ne redoutez-vous pas, comme on aura la décision de l'appel fin novembre et qu'on aura l'affaire Marine Le Pen le 7 juillet, que tout ça pourrisse un peu le climat de la campagne électorale et qu'on soit un peu empêtré dans un certain nombre de choses. Qu'elle est quand même bizarrement partie. Que la justice fasse son travail, c'est une nécessité, et une campagne électorale ne peut pas empêcher la justice de continuer à avancer et à faire son travail. Ce qui pourrait nuire, c'est que les politiques viennent à commenter inlassablement, à polémiquer inlassablement sur des décisions de justice, voire même sur des procédures en cours, là où ils devraient simplement respecter le temps. Donc oui, vous l'avez rappelé, je ne commenterai pas parce que je ne participerai pas à ce genre de spectacle politique qui ne rend pas honneur à notre indépendance de la justice. Mais est-ce que vous craignez cette interférence ? Il y a ce calendrier, voilà, l'élection présidentielle est dans moins d'un an, et ces 2 dates qui sont désormais inscrites sur les agendas de tous les politiques. 7 juillet, la décision en appel pour Marine Le Pen est désormais 30 novembre pour Nicolas Sarkozy. Il y a des interférences, forcément. Vous parlez d'agenda, vous parlez de dates importantes, vous parlez du 7 juillet et du 30 novembre, si je ne m'abuse. Moi, la date importante pour moi en tant que politique en ce moment, c'est le 30 mai. Le gros meeting de ma réunion de ma famille politique autour de Gabriel Attal. Donc vous voyez, en fait, on met les curseurs là où on veut. Je pense que oui, il est important de savoir ce qui va se passer et ce qui sera décidé pour ces dates dans ces affaires judiciaires. Mais pardon, la vie politique ne tourne pas autour d'affaires judiciaires. Effectivement, on y sera attentif, mais laissons la justice faire son travail en dehors de toute polémique politique qui serait bien vaine. Gabriel Attal qui a franchi une nouvelle étape interne hier chez vous, chez Renaissance, puisque le Conseil national du parti l'a officiellement appelé à se déclarer candidat. Il n'y avait pas beaucoup de suspense. Non, mais je pense que c'est important de respecter aussi les décisions et les organes internes démocratiques des familles politiques. Je pense que c'est vrai qu'en ce moment, quand on parle de familles politiques, quelles qu'elles soient, on parle beaucoup des atermoiements, des guerres d'ego, des gens qui pourraient éventuellement claquer la porte pour se prévaloir d'une légitimité. Nous respectons un calendrier qui est connu. Illusion là.
Je peux parler à droite comme à gauche. Je veux dire, Éric Ciotti, l'année dernière, où il y a 2 ans, qui claquait la porte pour créer son propre mouvement proche de Marine Le Pen. Moi, je le dis Oui, Elisabeth Borne, non, vous. Elle n'a pas claqué la porte. Non, mais enfin, elle a quand même quitté les instances. Oui. Elle vient de démissionner du Conseil national de Renaissance pour être en phase avec ses valeurs. Et elle a dit dans une interview à nos confrères de Ouest France qu'elle ne se retrouvait pas dans vos méthodes et votre ligne à Renaissance. Ça s'appelle un peu claquer la porte quand même. Elle est encore adhérente et c'est elle qui l'a dit encore. Je reprends ses propres paroles. Et le Conseil national, en l'occurrence qu'elle présidait, s'est réuni hier sur demande du bureau exécutif pour voter. Je ne sais pas comment on peut condamner une démarche démocratique ainsi faite et qui a eu lieu hier et qui va se poursuivre. Donc, alors, on avance. Vous nous avez donné l'enchaînement parfait en nous parlant du grand meeting de Gabriel Attal que vous le 30 mai. Oui. On va distribuer des affiches aussi. Si vous voulez. Il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. On a entendu ce matin Gérald Darmanin s'inquiéter de la multiplicité des candidatures et même dire en gros c'est inversement proportionnel au nombre d'idées qui sortent. Où en êtes-vous dans les contacts avec les différents membres de la majorité ou ex-majorité? Est-ce que vous vous parlez ou est-ce que vous tirez les choses chacun dans votre coin? Gabriel Attal dans son coin, Édouard Philippe dans le sien. Gérald Darmanin, quand tu lui as demandé s'il serait candidat, il a dit Inch'Allah, c'est pas d'une clarté folle. Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que vous travaillez sur un programme commun? Comment les choses se déroulent? Eh bien, de façon extrêmement coordonnée et en transparence. Il y a maintenant plus d'1 mois, je crois, Gabriel Attal a appelé lui-même de ses voeux la mise en place d'un comité de liaison entre les forces politiques qui ont gouverné ensemble. Donc Renaissance, Horizon, Modem, UDI. Et si je ne m'abuse, le Parti radical devrait rejoindre aussi cette démarche. Pourquoi? C'est pour établir aussi un calendrier et une méthode. Le calendrier, c'est se dire, en fait, oui, chaque famille politique a le droit légitimement de participer à un débat démocratique qui s'appelle la présidentielle, c'est quand même pas rien. Mais qu'en revanche, face à un duel mortifère qu'on voit se profiler, qui s'appelle Jordan Bardella face à Jean-Luc Mélenchon. Dont Gérald Darmanin dit que pour l'instant, c'est un cas de figure qu'il considère le plus probable. Ok, mais c'est bien de le dire, c'est bien de le commenter, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, vous savez, c'est trop facile. Je vous le demande, ce que vous faites. Nous, on s'organise. Nous, on s'organise et on le fait pas simplement en ayant peur, mais en le faisant de façon responsable. Donc, on a depuis maintenant 1 an et demi avec Gabriel Attal, refondé aussi notre famille politique, aussi bien dans l'organisation territoriale, mais aussi sur les idées, en mettant à plat, en se disant qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on doit pouvoir revoir de manière globale, pas simplement entre nous, mais avec des acteurs. Je vais répondre parce qu'en fait, la question est souvent posée. Je me rends compte qu'il faut pouvoir être clair sur ça, pas simplement entre nous, mais pour les gens qui nous écoutent et nous regardent. Et ensuite, c'est aussi sur cette capacité à prendre nos responsabilités face à ce duel mortifère qui peut s'annoncer, Jordan Bardella face à Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ce comité de liaison mis en œuvre avec les familles politiques que je viens de vous dire a pour responsabilité de dire, le moment venu, il faudra qu'il n'y ait qu'une seule personne qui puisse aller au premier tour. Et donc, c'est ça que nous mettons en place. Et je suis assez étonnée que beaucoup se posent encore la question. Et donc, il est important que nous donnions de la clarification sur ça. Et donc, merci de me poser la question. Beaucoup de candidats, mais pas beaucoup d'idées. C'est ce que déplore Gérald Darmanin. Vous en avez parlé, il était l'invité ce matin de nos confrères de France Inter. Il y a beaucoup de candidats et il y a peu d'idées. C'est un peu inquiétant. Donc, vous savez que j'ai essayé, comme d'autres, j'essaye encore d'expliquer qu'il faut un seul candidat. Si on ne veut pas que ce soit un duel, Monsieur Bardella contre Monsieur Mélenchon. Je pense que ce serait absolument terrible pour la France. Aujourd'hui, je pense que le second tour, c'est Monsieur Mélenchon contre Madame Le Pen ou Monsieur Bardella. Et je pense qu'il faut, comme on dit dans le Nord et à Tourcoing, être bouché à l'émery pour pas le voir. Parce qu'il y a l'usure du pouvoir des gens que nous représentons, parce qu'il y a une partie de la colère qui est extrêmement importante, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont énormément de difficultés et nous ne les entendons pas assez. Beaucoup de candidats, pas beaucoup d'idées. Il a raison. Je ne sais pas, je ne suis pas dans Populaire, le mouvement de Gérald. C'est encore autre chose. Voilà, c'est encore autre chose. Moi, je suis chez Renaissance, je le disais tout à l'heure, et je suis parfaitement impliquée dans cette capacité à refonder aussi notre capacité à générer des idées. C'est ce que nous faisons maintenant depuis plus d'1 an et demi. Et je vais vous le dire aussi assez simplement, il y a eu des conventions thématiques, il y a eu un certain nombre de prises de position aussi pendant la période du budget, notamment sur la fiscalité, sur l'attractivité économique, sur les réseaux sociaux, sur la gestion des territoires sur le 1er mai. Sur le 1er mai. Vous savez, la liste est longue sur le sujet des territoires avec l'Alsace. Et puis aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal réunissait plus de 80 maires de différents territoires, ruralité, urbains, de notre famille politique ou pas d'ailleurs, pour pouvoir aussi entendre leur voix au lendemain des élections municipales. Je ne suis pas sûre que tout ce que je viens de dire, c'est complètement du vide et du silence. Simplement, on voudrait comprendre.
Vous dites qu'après, vous ne voulez pas vous mettre dans une situation d'un duel des deux extrêmes. Tout à fait. Quand et par quels moyens on saura quelle est la meilleure incarnation? Parce qu'on ne parle pas de personne, on parle d'incarnation. C'est-à-dire, comment pourrons-nous savoir? Comment ça va se décider? On attend octobre et les sondages? Non, le sujet, c'est justement ce comité de liaison que je vous présentais tout à l'heure. Le comité de liaison réunit tous les numéros 2 de nos familles politiques que je viens de citer. Et donc, tout leur travail, c'est justement de pouvoir calibrer comment ça se décide, primaire, sondage, dynamique, j'en sais rien. Pour l'instant, les choses ne sont pas figées. Ils se sont déjà réunis une fois, ils vont se réunir à nouveau début juin et ils vont continuer à le faire. Et je pense que c'est plutôt intéressant et heureux de pouvoir avoir cette dynamique-là. Maintenant, si on veut répondre à la question de Gérald Darmanin, qui est tout à fait pertinente, plutôt que de commenter quelque chose qui risquerait d'arriver, le meilleur moyen, c'est d'agir. Comme je vous l'ai dit, sur des modalités, mais aussi sur le fond. La meilleure manière d'éviter Jordan Bardella contre Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avancer sur le fond. Et c'est ce que nous faisons aussi, nous, je le dis encore une fois, au travers des Nuits de la Nouvelle République que nous mettons partout en place avec Gabriel Attal, Lyon, Bordeaux et le 20 mai prochain à Strasbourg. Prisca Thévenot, on a lu dans la presse avec Nathalie Saint-Cric, on n'est pas les seuls, on n'est pas les seuls, qu'il y aurait un accord secret qui aurait été scellé entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Est-ce que vous allez nous en dire plus? La jeune fille de tout à l'heure, elle est où? Il faudrait qu'elle revienne. Non, je crois que c'était là. Non, blague à part. Il y a eu un échange au circuit d'hiver en février, disant en gros, ne jouons pas aux imbéciles. Celui qui est clairement en mesure de gagner ce sera lui le candidat et l'autre sortira. Je vous le dis tout à l'heure. Pas de silence, pas de choses derrière les fagots, etc. C'est ce comité de liaison qui est la consécration de cette démarche de dire nous devons prendre nos responsabilités pour éviter ce duel mortifère entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelqu'un qui calera à un moment donné. Et donc, on se cale collectivement, mais pas simplement Horizon et Renaissance. Je vous parlais du Modem, je vous parlais de l'UDI, d'Hervé Marseille, je vous parlais du Parti radical. Et vous calez en fonction de quoi? En fonction des sondages, donc. C'est ce que je vous ai dit juste avant. C'est le but du comité de liaison de travailler à ça. On est au mois de mai, là. On va aussi laisser... Je sais que le tempo médiatique est toujours très pressé. C'est pas le tempo médiatique. Tous les gens qui se déclarent candidats avant même qu'on leur demande, c'est pas nous. Franchement, il y a tous les jours un nouveau candidat. Mais écoutez, attendez, je vais vous le dire. On est dans une démocratie. C'est très bien. C'est très heureux qu'il y ait quand même plein de personnalités qui ont envie de relever le gant et de défendre les intérêts de notre pays avec des ambitions différentes, avec des projets différents. Je veux dire, en 2022, lors de la dernière présidentielle, à raison, beaucoup de commentateurs et beaucoup de Français ont regretté de ne pas avoir de débat présidentiel extrêmement fort, extrêmement riche pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'invasion russe en Ukraine. Là, on a cette opportunité enfin de pouvoir l'avoir. On va quand même pas bouder notre plaisir. C'est quand même important, ça va décider d'un certain nombre de sujets. Vous parliez tout à l'heure des pressions russes et chinoises. C'est pas ça que je vous dis, c'est que si par hasard les sondages étaient des juges de paix, c'est-à-dire qu'on se rende compte que là, il y a une remontée de Gabriel Attal, après il y avait eu une montée avant de Édouard Philippe. Si par hasard, on se rend compte qu'il y en a un qui décroche dans les sondages, comment les Français choisiront leur candidat? Je ne connais pas exactement le programme massif d'Édouard Philippe. Moi non plus. Celui de Gabriel Attal, j'en ai des bribes. Oui, mais déjà, on a plus d'avancées. Oui, mais comment les citoyens vont pouvoir se prononcer? Ça va se faire parce qu'ils trouvent par un vote. Gabriel Attal sympathique, pas par un vote. Donc ça veut dire une primaire. Mais non, attendez, je crois qu'on n'est pas en train de révolutionner quelque chose. On va faire une campagne. Chacun, on va pouvoir présenter nos projets. Je crois que c'est important. Si on s'appelle Renaissance, Horizon, Modem, UDI... Donc ça, c'est en septembre, c'est qu'on a quand même aussi des valeurs communes, mais aussi des nuances. D'accord. Je vous donne l'exemple sur le sujet de la retraite dont on a beaucoup parlé au cours des années précédentes. Je crois qu'Édouard Philippe veut une retraite à 67 ans. Nous, on veut en finir avec ce sujet de l'âge et on veut complètement réformer le système avec de la capitalisation. Sur les enjeux de fiscalité, on a aussi montré que nous avions une voix forte et malheureusement souvent un peu solitaire pour dire que l'enjeu des prochaines années, c'est pas de trouver des nouveaux impôts ou de les augmenter, c'est de les baisser et de les supprimer. Donc vous voyez, sur un certain nombre de sujets, on a des positions différentes. Donc laissons ce débat se faire. Ensuite, je vous le redis, s'il y a duel RN-LFI, nous devrons faire en sorte de ne pas y aller de façon désunie. Et c'est là qu'on verra. Mais les Français décideront au bout du jour comment ils trancheront au premier tour. Mais nous prendrons nos responsabilités. Ça peut être une primaire, ça peut être des sondages. Le comité de liaison que nous avons mis en place sur la demande de Gabriel Attal avec l'ensemble des participants que je vous ai signalés travaille justement à cela. Et il a un peu de temps quand même pour travailler et présenter sa copie, je pense.
Je reprends l'interview d'Elisabeth Borne dans Ouest France. Elle dit qu'il faudra faire un devoir d'inventaire des quinquennats d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous y réfléchissez? Ça sera un sujet de la campagne. Est-ce que vous vous réservez à un moment donné la possibilité, un droit d'inventaire, pas un devoir d'inventaire, voilà, de défendre une partie du bilan, de rejeter clairement une partie autre du bilan d'Emmanuel Macron, que vous avez longtemps soutenu avant de prendre vos distances? Je n'ai pas pris mes distances. Je suis chez Renaissance, c'est le mouvement fondé par Emmanuel Macron en 2016. Gabriel Attal n'a pas pris ses distances avec si on avait, le chef de l'État? Pardon, vous savez quoi? Si on avait vraiment voulu prendre nos distances par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on doit pouvoir améliorer ou renforcer, on aurait créé Populaire, on aurait créé Bâtissons Ensemble. On est chez Renaissance. Donc vous allez défendre ce bilan pendant la présidentielle? Mais on en a été les acteurs. On en a été les acteurs. Vous savez très bien que toute personne qui va être candidat va avoir à la fois à pas se comporter comme un traître en disant en gros j'ai jamais été Premier ministre, et c'est valable pour Édouard Philippe, d'Emmanuel Macron, pour pas être poissé, pour parler vulgairement par le bilan, et tout en étant relativement correct et se projetant dans l'avenir, donc en mettant sa différence sur ce qui a été raté ou pas mené du tout. C'est du bon sens qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire que c'est aussi des lignes idéologiques. Je veux dire, Renaissance, c'est un mouvement idéologique avec des ancres idéologiques. Est-ce que sur les sujets européens, on va commencer à se renier? Pas du tout. Est-ce qu'on va dire qu'on est d'un seul coup moins européen? Alors allons sur l'économie. Sur l'économie, dès que, au lendemain de la dissolution, qui est arrivé à Matignon? C'est la droite républicaine. Qui aurait pu penser que la droite républicaine aurait pour première action d'augmenter les impôts et de créer un nouvel impôt? Bon, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est battus pour que cette fameuse taxe exceptionnelle, qui encore existe d'ailleurs aujourd'hui, n'existe pas, pour que les impôts ne soient pas augmentés. Donc oui, nous sommes cohérents et nous continuerons à défendre des lignes idéologiques auxquelles nous croyons. Ensuite, par rapport à un certain nombre d'actions... Alors, juste une précision, votre ligne idéologique, parce que chacun se situe comme ça, vous êtes plutôt centre-gauche que centre-droit. Elisabeth Borne, philosophe autour d'une notion qui est entre la gauche modérée et le centre, et on a l'impression qu'Édouard Philippe, c'est plutôt le point de gravité, le centre de gravité, plutôt vers la droite. Vous diriez que Gabriel Attal est plutôt... Il est économiquement libéral, progressiste sur les valeurs et profondément européen. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis à l'Assemblée nationale. Je siège à l'Assemblée nationale depuis 3 ans. Je tourne ma tête vers les Républicains, j'entends des augmentations d'impôts et des augmentations de dépenses. Je tourne ma tête vers la gauche et j'entends des enjeux sur la laïcité qui n'est pas forcément comprise, avec des gros sujets sur l'antisémitisme. Comment vous voulez que je me repère? Est-ce que c'est la gauche traditionnelle et la droite traditionnelle? Je vous demande juste comment vous sentez le pays. Vous êtes député, vous devriez avoir... Et c'est pour ça que je vous dis, plutôt que de dire droite ou gauche ou etc., parce qu'aujourd'hui, ces familles politiques-là, d'ailleurs, sont en plein questionnement de positionnement. Moi, je me situe par rapport à des sujets très précis. Économiquement, où nous sommes libéraux. Sur les valeurs, nous sommes progressistes. Et par rapport à l'Europe, nous sommes européens convaincus, avec une nécessité de réformer un certain nombre de sujets. Dans votre système primaire au sondage, c'est à peu près à quelle date qu'on saura? Fin d'année. Mais c'est justement... Fin d'année, c'est-à-dire en décembre? Non, mais attends. Pas non, mais je vais dormir. Je sais. C'est ce que je disais. Ça sera, ce que je veux dire, c'est pas là avant l'été. Enfin, c'est ça que je veux dire. Évidemment, mais c'est je préfère le préciser. Raisonnable, ça serait à l'automne. Et ce que je veux dire, encore une fois, c'est ce comité de liaison que je dis, c'est pas une parole en l'air. Il travaille sur les modalités et le calendrier. D'accord. Et des gens qui pourraient avoir une candidature un peu sauvage, comme des Jean Castex. Quelquefois, vous savez ce qu'on appelle les candidatures de novembre. C'est-à-dire les gens, pour l'instant, on les a pas vus venir, même si eux, éventuellement, s'y préparent. Comment ils feront dans votre dispositif? Ils sont représentés par personne, ils vont... Mais ça sera à nous de voir aussi comment on fait pour travailler tous ensemble. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est la même façon qu'on pouvait se poser la question il y a quelques mois ou fin d'année dernière. Et entre Renaissance et Horizon, comment ça va se passer? Justement, on travaille, on apprend à travailler ensemble, on a travaillé ensemble, on a gouverné ensemble. Et je pense qu'il serait quand même incongru qu'on arrive à avoir dans ce comité de liaison Horizon et pas une autre personnalité comme vous venez de citer. Mais ce débat, vous allez l'avoir à l'intérieur, entre vous, ou est-ce que vous allez assumer de l'avoir à un moment donné devant les Français? Encore une fois, je vous dis, c'est précisément le travail de ce comité qui se réunit. Vous avez beaucoup de travail. Bah oui, non mais je veux dire, il faut se le dire. Je pourrais vous dire, on verra, etc. Je vous dis qu'on a organisé une instance entre les différentes familles politiques pour travailler à cela. Elle s'est déjà réunie une fois. Elle va se réunir en juin encore. Pardonnez-moi. Et entre-temps, vous savez, on a aussi d'autres sujets à travailler. Une campagne présidentielle, ça se prépare. Et c'est ce que nous sommes précisément en train de faire. Vous devriez rassurer, Sonia. Quelles sont vos relations, pas vous personnellement, mais entre Gabriel et Attal et Emmanuel Macron? On avait qu'à comprendre que c'était glacial,
Ça, c'était comme on dit quand on cherche quelque chose, qu'on était plutôt froid et non plus glacial, et qu'on pouvait même éventuellement se rapprocher du tiède. Est-ce qu'il doit se prononcer sur sa succession? Est-ce que vous considérez qu'il devra dire quelque chose? Et où en êtes-vous avec lui? Pas vous spécifiquement. Alors, pas moi, oui, je crois que j'ai bien compris votre question. Moi, je ne sais pas quelles en sont de leurs relations ou de leurs échanges personnels. Et puis, je pense que ça les regarde et il faudra les interroger directement. Ensuite, pour avoir un peu beaucoup travaillé avec le président de la République et connaître un peu sa façon de faire, je pense qu'il ne nous demandera pas son avis pour se prononcer sur un sujet ou un Vous autre. pensez qu'il doit le faire ou qu'il devrait rester en retrait? Je ne sais pas à moi de me prononcer, s'il a envie de le faire. Enfin, c'est un homme libre qui a envie de dire ce qu'il a envie de dire au moment où il le veut. Et je pense que vous savez très bien, on n'empêche pas un président de se prononcer sur l'état de son pays et la suite. Mais vous attendez qu'il joue un rôle dans cette campagne? Il joue un rôle quoi qu'il arrive. Il sera le président de la République de notre pays jusqu'au dernier quart d'heure. Pardon de le dire ainsi. J'ai aussi été porte-parole d'un gouvernement, je crois le dernier gouvernement d'ailleurs, pleinement macroniste sur les ancres idéologiques. Il le disait lui-même, il sera aux affaires jusqu'au dernier quart d'heure. Et je pense qu'au regard de la situation actuelle du pays et du monde, c'est ce que nous souhaitons. Merci beaucoup, Prisca Thévenot, d'avoir été notre invitée ce soir, députée EPR des Hauts-de-Seine. Merci Nathalie. Le JT Monde, les informés. Très bonne soirée sur France Info.